Donc tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Pascal Rieux, donc je suis Scrum Master chez Sierra Wireless. Donc, Sierra Wireless, c'est une société qui est leader mondial dans le domaine du M2M, donc la communication de systèmes avec d'autres systèmes. On fabrique, on réalise des boîtiers communicants et on développe et on déploie les solutions et les services qui permettent d'opérer ces boîtiers communicants. Sierra Wireless est implanté dans plusieurs zones géographiques. La maison mère est à Richmond, à côté de Vancouver. Et donc on a deux implantations en France, une à Issy-les-Moulineaux, une à Toulouse, à côté de Toulouse, à la Beige. Et moi je réside dans cette région-là, donc sur la Beige, à côté de Toulouse. Je suis aussi membre de l'association Agile Toulouse, qui est un des organisateurs de l'Agile Tour, et en particulier de la session toulousaine de l'Agile Tour. Le sujet que je vous présente aujourd'hui est un sujet concernant mon rôle de Scrum Master, donc qui est un rôle un peu atypique puisque je m'occupe de plusieurs équipes. Le rôle classique d'un Scrum Master est dédié à une équipe, et en ce qui me concerne, donc, j'ai en charge 5 ou 6 équipes pour animer et faciliter le travail de tous les équipiers de chacune de ces équipes. J'ai présenté ici le manifeste Agile. Vous l'avez déjà vu ce matin lors de la keynote de Robert Prischmann. Est-ce que quelqu'un parmi vous ne connaît pas le manifeste Agile? Tout le monde connaît. Donc vous connaissez les 4 valeurs principales, les 4 valeurs du manifeste Agile, ainsi que les différents principes. Ce que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est la première de ces valeurs, qui est les individus et les interactions, plus que les processus et les outils. À mon sens, c'est la valeur qui est la mieux mise en exergue par le rôle de Scrum Master. C'est ce que vous verrez peut-être au travers des différents slides que je vais vous présenter. Mon rôle de Scrum Master, bonjour, comporte 3 facettes. La première facette a été de déployer Scrum à nouveau dans les équipes chez Sierra Wireless à Toulouse. Donc il y a 2 ans, j'étais en recherche d'emploi et j'avais contacté les dirigeants de cette société, qui eux-mêmes étaient en recherche de quelqu'un avec un rôle de chef d'orchestre. Or l'image me plaisait assez bien, puisque le chef d'orchestre ne produit rien. C'est pas lui qui va jouer de la musique. Mais par contre, c'est lui qui est garant de l'homogénéité de l'équipe, de l'orchestre, et qui est garant aussi de la bonne exécution de l'œuvre par l'orchestre. Donc il s'agissait de réanimer un certain nombre d'équipes, de donner une cadence, de donner un rythme aux travaux de ces équipes. Alors, pourquoi redéployer Scrum? Parce qu'à l'époque, donc fin 2010, début 2011, le backlog de ces équipes contenait énormément d'items. Les équipes avaient été formées initialement à Scrum en 2008, mais petit à petit, en l'absence d'un coaching régulier, les pratiques étaient un peu tombées en désuétude, et donc certains travers avaient été abordés. En particulier, la taille assez conséquente du backlog. Un deuxième point, le nombre de bugs qui avait significativement augmenté, puisque au début 2011, dans le backlog de bugs, on comptait plus de 500 items, ce qui est énorme. D'ailleurs, à ce sujet, il avait été décidé une période qualifiée de unbreakable, qui voulait simplement dire on arrête de produire des nouvelles features, on va essayer de résorber le backlog d'issues, le backlog de problèmes. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une approche agile.
un autre problème, c'est que vu la taille des équipes, les daily scrum étaient fastidieux, donc avec une durée souvent supérieure à 30 minutes, un nombre de personnes souvent supérieur à 12. Donc vous voyez un peu les difficultés de communication qu'il peut y avoir quand un scrum quotidien se passe dans ces conditions-là. Donc 12 personnes, ça veut dire forcément des conversations en aparté, forcément des sujets autres que la focalisation du Scrum qui sont abordés. Donc vraiment quelque chose d'assez peu efficace. L'autre item du cérémonial, qui est la planification, était là aussi était devenu une réunion extrêmement fastidieuse qui durait souvent plus d'une journée complète. Alors, certains pratiquent ce genre de réunion pour planifier, dédier une journée à la planification, mais là aussi le cadrage avait pas mal dévié et des items techniques étaient abordés, des discussions techniques assez approfondies sur un sujet en particulier étaient abordées et cannibalisaient la totalité de la réunion. Donc un très mauvais vécu par les participants à ces réunions de planification. La durée des sprints à l'époque était d'1 mois. Donc je vous parlerai un peu plus tard des produits, enfin des logiciels qui sont développés, mais en particulier sur un des logiciels qui est une plateforme SaaS, les livraisons étaient trimestrielles avec des itérations d'1 mois, ce qui est assez long. En fait. Alors, je dirais que c'est pas vraiment choquant que la totalité de la durée de la planification fasse 8 heures. Par contre, organiser des réunions, une réunion de planification de 8 heures par mois, ne faire que ça, et avec des sujets qui sont parfois connexes à la planification, mais qui ne sont pas vraiment de la planification, c'est un travers. Ensuite, au niveau du feedback, donc vous savez que dans Scrum, la notion de feedback est assez importante, que ce soit au travers des revues, démonstrations ou des rétrospectives. Là, on n'avait plus du tout de feedback, puisqu'on n'avait plus de revues, plus de démonstrations, et plus de rétrospectives. En 2011, ça faisait peut-être plus d'1 an qu'il n'y avait pas eu de rétrospective. Donc il a fallu redéployer Scrum. Ça s'est fait dans un premier temps en redéfinissant les équipes, donc pour éviter d'avoir 12 personnes dans une équipe, ou des équipes de 12 personnes, voire plus. Les équipes ont été redécoupées avec, donc sur votre gauche, 3 équipes qui vont s'occuper de développer une plateforme de service en mode hébergé, en mode SaaS. Une équipe au milieu qui va développer des outils, donc des outils pour la configuration des boîtiers communicants. Donc, j'ai mis le logo Eclipse parce que c'est une équipe qui est impliquée sur le projet open source Eclipse. Et puis 2 équipes qui sont attachées à faire les développements, à réaliser les développements sur le matériel embarqué. Donc faire du développement embarqué. En vert, ce sont les équipes de test et validation. Je les ai mentionnées séparément des équipes de développement. Tout simplement parce que administrativement, elles sont gérées séparément. Mais il faut bien comprendre que les testeurs font partie de chacune des équipes de réalisation. Donc les testeurs se dispatchent dans les différentes équipes de développement. Voilà, donc là on arrive à une taille d'équipe qui est somme toute raisonnable. Il est à noter aussi que les product owners, qui ne sont pas mentionnés dans cette comptabilisation, sont au nombre de 4. Et donc arrivent à gérer les différents product backlog. On est vraiment en mode produit. Donc on travaille sur du long terme. On n'est pas en mode projet avec des projets qui durent quelques semaines à quelques mois. Là, on est sur des lignes de produits à longue durée de vie. Donc on peut vraiment dérouler des cycles itératifs. Oui. Il y avait un product backlog.
Il y avait un product backlog par équipe. Alors, en fait, oui, il y a... Enfin, exactement, non. Il y a 3 product backlog. D'accord. Pour les 3 équipes sur votre gauche, chaque équipe a sa propre déclinaison du product backlog. Mais ils ont un même product backlog. Ils ont un même product backlog, mais qu'ils split en fait qu'ils le redispatchent suivant les items qui les intéressent. Ils prennent des items dans le product backlog et chaque équipe prend les items qui les intéressent. Merci. Voilà. Oui. Attendez 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je voulais savoir si les testeurs ils sont toujours dispatchés dans les mêmes équipes dev ou ils circulent. Alors, principalement, je dirais oui. Ils sont assez fréquemment dispatchés dans les mêmes équipes. Il arrive que, suivant certains besoins, en particulier plus récemment, on a un peu plus développé l'aspect performance et tests de performance sur la plateforme SaaS. Donc là, certains testeurs se sont plus dédiés à cette famille de tests. Mais cela dit, ils sont à même d'être intégrés dans n'importe quelle équipe, au moins pour la partie SaaS et outillage, beaucoup moins pour la partie test embarqué. Là, on a une équipe dédiée au test embarqué qui se dispatche sur une des 2 équipes de réalisation. Le deuxième point qui a été mis en place, ce sont des sprints de 3 semaines. Voilà, donc les guides Scrum recommandent entre 2 et 4. On a choisi un point médian. Dans une précédente expérience, j'avais mis en place ce type de rythme et c'est une durée qui fonctionnait assez bien. Ça laisse suffisamment de temps aux équipes pour prendre leur élan dans le sprint, sans être interrompu assez rapidement à la fin du sprint. Et surtout donc une synchronisation des sprints pour toutes les équipes. Donc toutes les équipes que vous avez vues précédemment ont été synchronisées, sont parties du même jour avec un sprint qui avait pour toutes les équipes le même numéro. De cette façon, on pouvait facilement améliorer la communication entre les équipes. Tout le monde parlait le même langage. Alors ça a un petit peu évolué récemment concernant justement les équipes qui travaillent sur le logiciel embarqué, qui travaillent de plus en plus avec d'autres équipes situées à Vancouver, qui elles-mêmes ont des rythmes de 2 semaines. Voilà. Donc ils se sont calqués sur le rythme des équipes avec lesquelles elles travaillaient le plus en symbiose. En conséquence, les scrums quotidiens, oui. Vous dites que vous synchronisez les sprints, mais comme il n'y a pas autant de product owners que d'équipes, comment les product owners font pour faire les cérémonies? Alors en fait, même si les sprints sont synchronisés, les réunions de planification ou les réunions, les revues ou les démonstrations sont légèrement décalées, mais ça rentre dans une journée en fait. C'est exactement la même chose pour moi, puisque j'assiste à tous les scrums. Donc, je suis obligé d'avoir des scrums qui sont décalés. Ça convient assez bien aux équipes, puisque les heures d'arrivée le matin ne sont pas forcément toutes synchrones. Donc, on a trouvé un très bon terrain d'entente avec chacune des équipes pour dispatcher le daily scrum dans la matinée. Ce daily scrum donc, a été raccourci, forcément contraint à 15 minutes. Ça, c'est une règle très stricte. D'autant plus facilement applicable que les équipes sont réduites. Donc on arrive à des maximums de 8 personnes. Ça dépend un peu des parties prenantes qui viennent auditer. Voilà. Si on a 1 ou 2 product owners qui veulent voir ce qui se passe dans une autre équipe, donc la taille varie un petit peu. Et surtout, sur le tableau d'équipe, on a affiché les règles du Scrum que vous connaissez toutes et tous, qui sont qu'est-ce que j'ai fait la veille, hier,
qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, hein, dans le sens qu'est-ce que je vais finir aujourd'hui, et est-ce que est-ce que je rencontre des obstacles qui m'empêchent de progresser dans mon travail. Donc, en respectant ces règles, les scrums sont vraiment nettement plus contraints. De même pour les réunions de planification, donc j'évoquais la durée de 8 heures tout à l'heure, pour les précédentes versions de réunions de planification. On est parti sur un format beaucoup plus court, 1 heure maximum, éventuellement répété. Donc là, certaines équipes ont mis en place des réunions de planification bi-hebdomadaires, d'autres un peu moins fréquentes, hebdomadaires simplement. Sur la phase initiale, il y a eu pas mal de réunions assez fréquentes, toujours très courtes, mais assez fréquentes. Et actuellement, on est dans une phase où les product backlog étant suffisamment alimentés à l'avance, on a moins besoin de faire autant de réunions de planification. Oui. Si, en fait l'engagement de l'équipe se fait lors de la dernière réunion de planification du sprint précédent. On fait de l'évaluation des stories, on revoit le backlog, on discute avec le product owner de l'état prêt ou pas prêt de la story. Éventuellement, s'il y a quelques précisions à apporter sur la story. Pardon? Oui, exactement. Ouais. C'est la préparation, planification. C'est pas que l'aspect timing de la planification. C'est la préparation du backlog pour l'itération suivante. Donc il y a eu un retour de la démonstration avec des démonstrations, parce qu'il y a des démonstrations faites au moins par ligne de produit, pas forcément par chaque équipe de manière individuelle, surtout pour la partie plateforme hébergée. Là, on fait généralement des démonstrations globales sur cette ligne de produit. Et à chaque fin d'itération, donc on a une démonstration. C'est peut-être la réunion du cérémonial qui a été la plus difficile à mettre en place de manière très régulière. Et enfin, donc les rétrospectives ont réapparu. Et là, systématiquement, avec une réunion en fin d'itération pour chacune des équipes. Donc sur 2 ans, un ordre de grandeur, c'est une centaine de rétrospectives, toutes équipes confondues. Donc ça apporte pas mal de matière, on va le voir. Les résultats, donc, ce sont des backlogs de taille contrainte. Donc là aussi, il y a eu un travail d'échange avec les product owners pour limiter, se forcer à ne pas vouloir trop détailler les stories trop longtemps à l'avance. On a un nombre de bugs qui a été notablement réduit et surtout des livraisons qui se font systématiquement à temps. Même si on n'est pas tout à fait dans un mode Scrum, je dirais strict, dans le sens où on n'a pas de livraison opérationnelle en production à chaque fin d'itération. On travaille quand même à date fixe et on livre un contenu qui est forcément variable, mais priorisé. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque ça a apporté de la confiance à nos clients directs ainsi qu'aux vendeurs, à toutes les équipes de vente qui n'étaient plus vraiment habituées à ce genre de challenge. Une deuxième facette de mon activité, c'est de travailler sur l'amélioration continue. Donc, j'ai parlé du retour des rétrospectives. Ces rétrospectives alimentent un backlog d'actions d'amélioration. Donc, c'est un simple fichier Excel, en fait, donc, qui recense toutes les actions d'amélioration identifiées par chacune des équipes à chacune des rétrospectives. Donc, ça a pas vocation à être un outil de travail à proprement parler. Ça montre cependant à chacune des équipes la progression. Au bout d'un an ou deux, on voit que le backlog, à l'heure actuelle, je crois qu'il contient 400 items.
dont une très très grande partie ont été réalisées. Du coup, chacune des équipes acquiert de la confiance dans la possibilité d'améliorer elle-même sa propre façon de travailler. Et c'est un backlog qui reste priorisé, hein. Donc, à l'heure actuelle, il y a à peu près 15 à 20 actions d'amélioration qui sont ouvertes pour chacune des équipes, des actions qui sont priorisées. Donc il y a 3 ou 4 actions qui sont prises en tant qu'engagement pour une amélioration sur les sprints, sur le sprint à venir. Il y a quelques aspects concernant l'amélioration continue au niveau des outils. Donc ce sont essentiellement les améliorations des outils au niveau de la gestion des workflows. Donc il y a quand même pas mal d'équipes qui sont aussi en relation avec d'autres équipes, donc l'équipe infrastructure, en particulier des équipes support. Donc on a besoin de formaliser au travers d'outils les user stories, les résultats des tests, ce qui est déployé, ce qui n'est pas déployé, dans quel état les tests se trouvent, etc. Donc il y a des actions d'amélioration qui ont été apportées au niveau des outils, au niveau documentation, au niveau des outils de production des différents logiciels, ainsi qu'au niveau des outils de test et de validation. Alors, dans mon activité, je ne gère pas les obstacles techniques. Donc ça aussi, c'est une différence avec un Scrum Master classique, entre guillemets. Ce sont chacune des équipes qui prennent en charge les obstacles techniques, donc les problèmes d'outillage, d'intégration continue qui ne fonctionnent plus, les choses comme ça, les problèmes d'accès, les problèmes de firewall, des choses. Voilà. Donc ces problèmes techniques, je ne dirais pas qu'ils ne me concernent pas, ce qui me concerne, mais je ne les prends pas en charge. Les équipes de réalisation, directement. Éventuellement avec de l'aide, des équipes infra, des équipes support. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en charge, hein. Ils sont pris en charge. Et on veille à ce qu'ils le soient. Dans l'amélioration continue, en ce qui me concerne, il y a aussi une partie qui est de l'organisation des travaux transverses. Donc il y a quand même un certain nombre d'équipes diverses et des points de rencontre, donc des travaux transverses à mener. Les plus notables, ce sont des travaux sur les outils de construction logicielle, hein, les build systems, où on a changé d'outillage assez récemment. Il a fallu organiser ce changement d'outillage et faire en sorte que toutes les équipes adhèrent au fait qu'on allait changer d'outillage. Donc ça fait partie de mon activité d'organiser ce genre de travaux. Et donc on voyait les relations entre les équipes de la R&D et aussi les relations avec les autres équipes. Donc je parlais de l'équipe infra, l'équipe test et validation. Donc au-delà des équipes de réalisation, il y a souvent besoin d'organiser des liens entre chacune des équipes au travers de workshops, au travers de présentations régulières de roadmap aussi. Donc finalement l'agilité se dissémine un peu au-delà des équipes de développement. La dernière facette de mon activité, c'est un lien avec l'équipe qualité de la société. Donc, en 2012, on avait un objectif qui était de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001. Il a fallu mettre en concordance la façon dont on travaillait avec l'approche processus de la norme ISO 9001. Donc il y avait un certain nombre de travaux qui étaient à mener en lien avec le responsable qualité. C'était un travail intéressant puisque en fait ça a permis de mettre en évidence les points de rencontre entre les deux approches, entre une approche agile et une approche plus formalisée qui est celle de la norme ISO 9001. Donc c'est passé par du training, donc la formation sur l'approche processus, sur l'orientation client et l'importance de satisfaire le client du point de vue de la norme.
c'était assez indispensable dans le cadre de cette norme de passer par une approche documentaire aussi. Donc, le leitmotiv sur cette approche documentaire, c'était de produire des documents utiles et le minimum de documents possible. Donc, la façon dont les processus ont été décrits est très synthétique et cadre avec Scrum en fait. Un point important, ces documents, comme quasiment tous les travaux, sont revus avec les équipes. On ne va pas produire un document dans notre coin sans que l'équipe adhère à ce document et donne son mot à dire. Donc les résultats, ça a été l'obtention de la certification l'année dernière. Et puis un deuxième résultat qui est beaucoup moins visible, sauf pour les nouveaux arrivants dans les équipes, c'est qu'on dispose finalement d'un jeu de procédures très simples qui permettent de rentrer dans le bain de manière très très simple et très rapide. Alors il faut améliorer en permanence, hein, vous reconnaissez la roue de Deming, et on a bien les deux facettes de l'amélioration continue, qui sont la facette normative, dans laquelle on a des audits qui nous permettent de remonter des non-conformités ou des potentielles améliorations, mais à une fréquence pas très élevée, puisque c'est de l'ordre de 2 ans. Et puis dans le miroir Scrum, donc toute l'équipe se mobilise pour qu'au travers de chacune des rétrospectives, on puisse là aussi avoir de l'amélioration en continu. Quelques points sur lesquels on se focus en ce moment donc, sont l'amélioration des outils de réalisation. Donc on n'est pas dans le déploiement en continu encore. Il y a quelques étapes qui nous restent à franchir, mais c'est clairement identifié comme une direction vers laquelle on aimerait aller. On a aussi continuellement besoin de rendre les équipes plus autonomes. Donc il y a des signes comme quoi ces équipes sont de plus en plus autonomes dans leur façon de gérer leur propre activité. Mais il faut continuer à aller dans cette voie pour que chacun des équipiers s'approprie la méthode Scrum. Et enfin, un point important, c'est qu'il faut aussi monitorer la méthode elle-même, c'est-à-dire essayer d'identifier ce qui cadre bien avec l'activité, ce qui cadre un peu moins bien, est-ce qu'il n'y a pas des éléments de la méthode qui peuvent être adaptés à l'activité de l'équipe. Je parle de l'équipe, mais je parle des équipes en général. Et quelques exemples aujourd'hui, c'est dans certaines parties de développement, du développement de certains produits, on a besoin de travailler dans un mode qui n'est plus Scrum, puisqu'on n'a plus d'impératif de livraison à date fixe. On est plutôt dans des phases d'études. Et donc à ce moment-là, les équipes elles-mêmes décident de plus travailler dans ce mode-là, de se mettre dans un mode un peu plus Kanban, un peu plus proche de Kanban. Cela dit, on garde un certain nombre de cérémoniaux de Scrum, en particulier la rétrospective. Donc c'est un aspect important, pour moi en tout cas, de continuer à monitorer l'utilisation de la méthode elle-même et de voir ce qui convient toujours et ce qui ne convient plus. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Dans le rôle du Scrum Master multi-équipe, comment vous répartissez en fait votre temps entre les équipes? Est-ce que c'est un minimum planifié ou est-ce que c'est plutôt fonction de l'actualité? Alors c'est déjà très planifié en ce qui concerne toutes les réunions du cérémonial. C'est-à-dire que je m'oblige à être présent à tous les Daily Scrum, à toutes les rétrospectives puisque je les anime aujourd'hui, et le plus fréquemment possible aux réunions de préparation planification. Voilà, donc ça
C'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'être présent et de me répartir de manière équitable sur chacune des équipes, sur l'aspect cérémonial. Donc ça doit occuper à peu près 50% de mon temps. Et après, c'est en fonction des besoins. Voilà, donc, toutes ces réunions me permettent de récupérer du feedback et d'analyser vers quel point en particulier il faut que je mette mon attention. Peut-être un peu plus de temps à consacrer à une équipe pour un moment donné. Toutes ces équipes sont dans des open space très proches. Les équipes elles-mêmes, à l'intérieur d'une équipe, les gens sont colocalisés. Oui. Il y a deux questions, monsieur. Tu as parlé de l'improvement backlog. Oui. Oui. Et comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que c'est la definition of ready, definition of done? Ça marche? Vous estimez les tâches dedans? On n'estime pas les tâches dedans. On n'a pas de définition stricte pour ready ou pas ready. En fait, c'est quasiment à chaque rétrospective, on reprend les points qui sont toujours ouverts dans ce backlog. Éventuellement, on les précise. On regarde s'ils sont devenus obsolètes, parce que ça arrive que sur 3 semaines, en fait, on résolve un certain nombre de problèmes qui avaient été précédemment identifiés, pratiquement même sans avoir voulu le faire. Des choses qui ne se résolvent pas toutes seules, de fait, mais qu'on arrive à résoudre. Donc, c'est un mode très souple, en fait. On liste les items, on les priorise, mais on ne va pas attribuer, on va pas estimer la difficulté. C'est l'équipe qui va s'engager à dire, voilà, qui va s'engager sur 1 ou 2 ou 3 items à réaliser pour la prochaine itération. Et est-ce que vous faites des rétrospectives globales pour toutes les équipes ensemble? Et si vous le faites, comme? Alors, on fait des rétrospectives pratiquement globales, c'est-à-dire qu'on regroupe, en particulier tous les trimestres, on regroupe toutes les équipes qui s'occupent de la plateforme SaaS. Donc ça, on a fait 2 rétrospectives comme ça. Déjà, on essaie de le faire, on va le faire tous les trimestres. On l'a fait le trimestre précédent. Et comment ça se déroule? Ça dépend. Ça dépend. La dernière fois, en fait, on est parti sur des activités qui sont les piliers de l'agilité. Donc on est parti des différents principes du manifeste agile et on a essayé de voir comment les équipes elles-mêmes se plaçaient suivant ces différents principes. Donc elles se sont auto-évaluées et ça a permis d'identifier des zones de progression dans lesquelles ces équipes veulent aller. Moi, ma question, c'est par rapport au nombre de bugs, en fait, l'un des problèmes que vous avez. Est-ce que vous avez mis en place des actions pour réduire au détriment de la vélocité ou la nouvelle organisation a permis de... Alors en fait, il y a eu une gestion très radicale des 500 bugs dont je parlais au tout début. C'est-à-dire que ces 500 bugs étaient identifiés sur une version legacy du produit, du principal produit que l'on développe. La gestion radicale, ça a consisté à créer un nouveau produit en remplacement. Donc on a toujours on en a beaucoup moins aujourd'hui, mais on a 1 ou 2 personnes qui s'occupent de corriger en permanence quelques bugs identifiés comme prioritaires sur cette version legacy, sachant que la plupart de nos clients ont migré sur le nouveau produit sur lequel il y a beaucoup moins de bugs et une contention de ce nombre de bugs beaucoup plus importante. Peut-être une dernière question, parce que là on a dépassé. Oui, j'ai une question sur les rétrospectives. Vous dites que vous faites un product backlog des actions d'amélioration. Donc c'est bien, mais je voudrais savoir si vous faisiez un suivi des résultats de ces actions. Parce que parfois, enfin souvent même, on fait une action pour résoudre un problème et en fait ça marche pas, parfois ça marche. Et quand ça marche, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a appris quelque chose. Comment vous suivez ça, si vous le faites? Alors, on fait un suivi des résultats, justement, d'une rétrospective à l'autre, en reprenant tous les points qui étaient ouverts et en constatant s'ils sont toujours ouverts ou pas. Sachant qu'il y a quand même, de manière un peu plus active, donc ces actions qui sont prises en priorité,
dans le sprint. Donc on affiche de manière très visible les actions qui ont été déterminées par l'équipe elle-même, qui s'engage à résoudre le problème sur une itération. En fait, la subtilité que j'essaie de comprendre, c'est entre action et résultat. Enfin, quand on décide d'une action, on peut juste décider d'une action parce qu'on trouve que c'est bien de faire comme ça, mais parfois on précise le résultat qu'on souhaite atteindre, et parfois le raisonnement, on s'est trompé. Alors souvent les actions sont labellées, nommées, en fonction d'un problème qui a été identifié. Puisque dans les rétrospectives, vous connaissez certainement, on identifie les problèmes et ensuite on va vers des solutions. Donc quand on nomme les actions, c'est souvent pour résoudre un problème. Donc si on a accompli l'action, on a résolu le problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie en tout cas. Merci beaucoup. Sinon on pourra en rediscuter après la présentation. Merci.